écran. Donc, merci beaucoup de l'invitation, Brice. Je suis vraiment ravi de partager là, les activités de recherche dans mon groupe. Donc, je suis professeur adjoint à Polytechnique Montréal. Je suis aussi affilié avec le GERA là, pour tout ce qui est recherche opérationnelle. Et puis, mon plan aujourd'hui, là, c'est de vous présenter vraiment qu'est-ce qu'on fait dans mon groupe de recherche en donnant des exemples concrets de outcomes qu'on a eu différemment. C'est la seule slide qui est en français. Le reste est en anglais, ce qui représente. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions là, de clarifier. Donc, dans mon groupe de recherche, ce qu'on s'intéresse, là, vraiment, notre approche, c'est de développer des méthodologies, des modèles mathématiques et des méthodes numériques pour la prise de décision dans les réseaux électriques avec présence de renouvelables. Donc, c'est vraiment de développer ces méthodes mathématiques-là pour le réseau électrique, là, vers quoi il se tourne. Je vais par la suite là, vraiment donner là, mes définitions personnelles de méthodologie, modèle, méthode. J'espère que vous allez vraiment voir la distinction entre les trois. Et donc, on fait ça, nos outils là, de base, c'est l'optimisation, toutes ses saveurs. Le online learning, beaucoup, puisqu'on s'intéresse beaucoup à la prise de décision en temps réel, où on n'a pas nécessairement accès à une banque de données là, dans notre poche qu'on peut s'entraîner, et bien évidemment un peu d'apprentissage machine. Donc, je pense que la meilleure façon d'illustrer ces trois actes-là, ça va être de passer en revue rapidement, mais j'espère efficacement, un projet pour chacun de ceux-là. Donc, méthodologie d'abord. Donc, méthodologie, là, c'est créer une approche, disons, efficace pour s'attaquer à un problème. Le problème, il est bien modélisé, mais maintenant, il faut le résoudre. C'est vraiment ça l'aspect méthodologie. Donc là, ici, je vais vous présenter un projet qu'on a fait qui se nomme Multi-Agent Reinforcement Learning for Fast Time Scale Demand Response of Residential Loads, qui a été fait là, en collaboration avec mon étudiant Philippe et deux étudiants, là, Vincent et Diane Yu du Milan. Donc, le contexte général de ce projet-là, je vous apprendrai rien en vous disant que les énergies renouvelables sont de plus en plus ajoutées au sein des infrastructures électriques. Que ce soit au Québec, oui, on est assis sur beaucoup de puissance patrimoniale du côté de l'hydroélectrique, mais quand même, là, le pas vers l'éolien et le solaire se fait rapidement. Donc, ce qui est fantastique avec le renouvelable, la source de combustible est, donc, source de puissance est virtuellement infinie, mais le prix qu'on a à payer pour ces renouvelables-là, c'est l'intermittence dans leur génération, qui ajoute un grand stress sur le réseau électrique, notamment l'axiome, disons, du réseau électrique, c'est que la demande doit être égale à la charge. Sinon, simplement dit, tout va mal. Donc, avec cette intermittence-là, il est vraiment important d'offrir plus de flexibilité pour faire l'équilibre. Ça peut se faire d'un côté avec des batteries, mais on peut penser que des batteries, c'est excessivement cher. Et l'autre façon, c'est vraiment de travailler avec du côté de la demande, du côté du réseau. Puis c'est vraiment là, ici, que notre projet s'inscrit avec ce qu'on appelle le demand response, là, qui est en français la gestion de la demande de puissance, notamment là, les services offerts par ILO, par exemple. Donc ici, le problème auquel on s'intéresse, c'est chaque maison est équipée de système de chauffage ou d'air climatisé. Et ce qu'on va vouloir venir faire, c'est prendre énormément de ces charges-là, donc une grande agrégation, contrôler les on-off de ces airs climatisés-là ou du chauffage pour annuler l'intermittence, on pourrait dire, des énergies renouvelables. C'est vraiment là que si on ne fait pas ça, ce qu'on va faire pour annuler cette intermittence-là, par exemple, dans d'autres juridictions, c'est d'avoir une centrale thermique au gaz qui est très rapide à réagir pour canceller l'effet de l'intermittence, ce qui revient à ajouter une source de gaz à effet de serre dans notre réseau. Donc, nous, on considère une énorme agrégation, puis on va venir jouer là, dans la résidence des gens pour faire ceci. Mais ça mène à plusieurs challenges qu'on a identifiés lorsqu'on fait notre choix de méthodologie. Notamment, c'est des charges dynamiques. Si je prends une décision de couper ou d'alimenter ma charge en ce moment, ça va avoir un impact sur le futur quant à sa température. Mais aussi, si on pense à des airs climatisés, si je le mets à off, il faut que j'attende un certain temps, qui s'appelle le lockout, qui m'empêche de réactiver mon air climatique. C'est vraiment pour protéger la circuiterie. On doit prendre des décisions discrètes. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine de l'optimisation, on sait que la complexité de nos algorithmes explose lorsqu'on parle de décisions discrètes plutôt que continues.
Ici, le problème est en temps réel. C'est un autre aspect computationnel qui est très important. Par exemple, un des standards de cette régulation-là qu'on va fournir, c'est de prendre prendre des décisions à chaque 4 secondes. Donc, si on pense à notre énorme quartier, notre agrégation, on a des contrôles binaires et on doit le faire en temps réel, là, donc on est très demandant de ce côté-là. Par la suite, on a de l'incertitude. Je ne peux pas faire un grand plan le matin quand je me lève et imaginer que tout va suivre ça. Les charges, par leur nombre, par les facteurs exogènes, sont soumises à une grande source d'incertitude et donc il faut être adaptatif là, face à ceux-ci. Et finalement, comme je l'ai mentionné, il faut être très efficace quant au nombre de charges qu'on va considérer, qui est peut-être le dernier objectif. Donc, quand on regarde ces modèles-là, une méthode traditionnelle ne sera pas capable de s'y attaquer. Donc, c'est pour ça qu'on propose là, dans nos travaux d'utiliser du multi-agent reinforcement learning afin d'avoir une approche là, qui est vraiment, comme je le montre au bas, là, personnalisée pour chacun des challenges qu'on a identifiés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un environnement numérique pour tester ce genre d'approche-là, avec des approches traditionnelles et avec d'autres approches là, de la littérature. Là. Puis j'ai mis une petite animation, j'espère qu'elle fonctionne ici, qui est finalement, si on a une agrégation ici, je pense que j'ai 50 charges. On voit leur statut qui change de on à off dessus, puis on voit le tracking en tant que tel là, qui se fait qu'il faut suivre notre signal d'imbalance. Si on regarde un peu là, les performances, qu'est-ce qui va arriver, c'est que cette approche est capable de scale vraiment des hauts niveaux et on va être capable de fournir là, des quantités de puissance très intéressantes qui sont en bonne adéquation avec l'imbalance de notre réseau électrique. Ce qu'on voit, c'est que c'est la note que j'ai mise ici. On compare notre approche basée sur les données, donc basée sur l'apprentissage par renforcement. On a de très bonnes performances en comparaison avec une méthode basée sur l'optimisation. Et l'étoile ici, c'est que pour être capable de faire fonctionner l'approche traditionnelle d'optimisation, il faut même étendre le pas de temps, qui rend les choses là, peu compétitives comme on le fait. Puis quand que je m'attaque à 1000 agents, je ne suis même pas capable de faire rouler une méthode traditionnelle. Cela dit, tout ça est beau, mais l'une des contraintes qui est importante, c'est de rester dans un cadre de température où il ne va pas avoir un grand impact sur nos charges. Là, puis on est capable de rester à 0,1, 0,15 degrés de notre objectif, là, ce qui est très satisfaisant. Très satisfaisant dans le sens que c'est invisible pour le consommateur, donc il va nous laisser utiliser ses charges. Donc maintenant, je veux passer à un second exemple, qui est un modèle mathématique. Qu'est-ce que je veux dire par modèle mathématique? Donc maintenant, ici, c'est vraiment mathématiser un nouveau phénomène dans notre réseau électrique afin d'obtenir plus d'informations et guider notre décision en ce qui pourrait travers à la planification ou la gestion de nos réseaux électriques. Et ça, ici, je vais vous présenter une méthode d'analyse des réseaux de distribution qui a été développée par mon étudiant au doctorat, Feng Yi. Donc, ici, on change un peu de contexte. Vraiment, dans notre réseau de distribution, ce qu'on se rend compte dans notre réseau de distribution, puis, c'est qu'il y a plusieurs nouveaux dispositifs là, qui sont ajoutés du côté des charges, que ce soit notamment des véhicules électriques, des panneaux solaires ou des systèmes de demand response, dont, comme je mentionnais, ILO, mais ou la tarification dynamique que Hydro-Québec offre. Et tout ça a un impact assez significatif sur la consommation dans notre réseau, que ce soit une augmentation pour les charges les véhicules électriques, une diminution dans la journée pour les résidences, ou ici, je veux dire un déplacement de la charge dans le demand response. Et tout ça a vraiment un impact sur notre réseau de distribution. Puis leur pénétration, donc le nombre de ces dispositifs-là augmente énormément, étant donné la transition énergétique. On subventionne, on encourage beaucoup ce genre de dispositifs. Tous ces dispositifs-là, on les réfère dans la littérature comme des grid edge technologies ou des behind the meter devices. Quelle est la distinction ici? C'est que si on s'imagine un réseau électrique traditionnel, on a la génération, donc nous, ce ne sera pas des cheminées, mais plutôt des barrages hydroélectriques. On transporte, on arrive à notre réseau de distribution. Et là, le niveau qu'on ajoute, c'est derrière la distribution, on a maintenant une panoplie de dispositifs qui vont avoir un grand impact. On va appeler ça des grid edge technologies parce qu'ils sont connectés à notre réseau, mais du côté du consommateur plutôt que du côté du réseau. Et ce que ça amène comme challenge principal, c'est qu'ils sont virtuellement invisibles pour l'opérateur de mon réseau. Donc, je dois m'adapter à des grands changements, mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Donc, c'est des humains, donc, qui vont avoir ou
la météo qui vont avoir donc un impact là, stochastique. Il est donc vraiment important d'analyser les impacts que ça a vraiment sur le matériel, sur les lignes, sur les transformateurs de notre réseau de distribution. Et donc, je vais vous donner un exemple là, de ça. Donc, on va prendre comme exemple ici, j'ai le réseau, le poste de distribution du West Island, où chaque couleur représente là, une ligne de distribution. On a une pénétration de véhicules électriques. Et maintenant, on ne sait pas où vont être les véhicules électriques dans notre réseau, quel est leur profil de charge, quelle est leur durée de charge, et ainsi de suite. Et donc, tout dépendamment où on les place dans le réseau et selon ces paramètres-là, ça peut mener à une panoplie d'effets négatifs dans notre réseau, notamment la surcharge d'équipements importants comme les transformateurs de sous-station. On peut avoir des voltages, des variations dans le voltage. Là, je pense notamment en fin de réseau, là, comme près de la station de train ici, où on peut avoir des harmoniques qui peuvent apparaître. Donc, vraiment, dans ce travail-ci, c'est de faire une méthode rapide et analytique qui nous permet d'analyser l'impact de devices comme des véhicules électriques et des PV pour par la suite mieux nous équiper à prendre des décisions. Et je vais vous donner un exemple de décision par la suite. Bon, là, c'est ma slide technique. Donc, ici, on considère qu'on ajoute des dispositifs dans notre réseau selon un taux de pénétration P. Notre objectif, c'est d'avoir une PDF, donc une distribution sur les effets qu'on va avoir sur notre véhicule électrique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise ce système d'équation-là, qui est le Fokker-Planck équation, et qu'on va dire, parfait. Donc, moi, ce que je connais, c'est que j'ai des probabilités d'avoir des véhicules électriques dans des durées, des chargements à certains points dans mon réseau, et je veux calculer comment cela se diffuse vers mon équipement. Comment je peux calculer la charge vers mon équipement. C'est vraiment ça qu'on va venir chercher. Puis, ça peut mener à des conséquences là, vraiment intéressantes. Là, je vais vous donner un exemple. On peut s'intéresser comment cet effet-là diffuse à certaines composantes critiques. Puis, on va ici ce qu'on étudie, là, ça, c'est un réseau, un énorme réseau de distribution, 8502. Et on s'intéresse à tout l'équipement qui, avant que j'installe des véhicules électriques, quelle était la pénétration quel était pardon, avant que j'installe des véhicules électriques, j'avais un certain stress sur mon réseau, qui est bien normal. Et donc, je vais m'intéresser seulement aux secteurs qui sont juste un peu de stress. Maintenant, je fais un saut dans le temps. Je passe de 0 de véhicules électriques à 50 de pénétration de véhicules électriques et je regarde ce qui se passe dans mon réseau de distribution. On aime croire que c'est dans 5 ans, peut-être plus dans 20 ans, mais on a fait ce saut-là. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des régions, notamment à la tête de mon poste, où que j'ai 50 de chance d'avoir une surcharge de mon réseau, ce qui devient catastrophique et qui me donne aussi l'information si j'ai besoin de renforcer mon réseau, c'est vraiment un endroit critique où je peux aller le renforcer. Si je m'intéresse par exemple au voltage, on voit que cette section-là a vraiment des problèmes de sous-voltage. Puis le sous-voltage, c'est tout aussi critique, puisque si on est trop loin de notre voltage nominal, là, on pourrait penser aux 120 volts, et je vais me mettre hors ligne. Je vais être en panne. Et donc, je vais déconnecter tout le reste du feeder. C'est vraiment ce genre de problème-là. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait rajouter des dispositifs pour canceller mon voltage ou avoir plus de programmes de demand response pour annuler ça. Ça nous donne vraiment un outil pour la prise de décision. Donc, dernière chose, je vais rapidement aller sur méthode numérique. Maintenant, c'est, étant donné un problème de réseau, si on n'a pas la méthode adaptée pour ce faire, ça va être à notre tour de la développer pour vraiment avoir l'outil qui est, je dirais, tailored, qui est personnalisé à notre problématique. L'exemple que je vais vous parler, c'est un exemple d'un algorithme de prise de décision en temps réel où on s'intéresse à résoudre un problème tout simple comme celui-ci, un problème d'optimisation standard, mais je vous donne deux challenges. D'abord, je ne connais pas FT, ce qui complique énormément déjà la tâche, mais en plus, je ne vous donne pas de temps et pas de ressources computationnelles, parce qu'on fait de la décision en temps réel. Donc, vraiment, c'est dans ce genre de problème-là que ça s'inscrit. Mais là, on rajoute dans notre problème un niveau de plus. En plus, je vais ajouter une contrainte que vous ne connaissez pas. Donc, on voit qu'on complique quand même les choses. Puis pourquoi pour nous c'est intéressant, c'est que cette contrainte-là peut très bien dans notre réseau modéliser la demande de nos charges. Étant donné qu'on a une génération, comment je fais pour envoyer ma puissance à toutes mes charges pour que tout le monde soit satisfait et que tout le monde
puisse là, allumer sa lumière. Donc, c'est vraiment ça, c'est le problème qui va être intéressant. Et quand je fais ma dispatch d'énergie, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer dans chacune des charges. Donc, pour ce faire, on a développé une approche. Bon, c'est lourd, mais c'est pour vous donner une idée un peu de comment ça se comporte. Donc, c'est vraiment le principe de l'optimisation en temps réel. On implémente une décision, on en souffre les conséquences, qui nous donne la nouvelle information, notamment sur la fonction objectif et sur la contrainte. Dans notre cas, on va s'assurer d'être faisable et par la suite, on va pouvoir mettre une mise à jour pour calculer notre prochaine décision. Donc, comment on peut utiliser ça? C'est que si on considère un réseau de distribution, comme je mentionnais, nous, on est celui qui est à la sous-station. On veut décider combien il y a de puissance qui circule dans chacune des lignes. Et donc, on va pouvoir là, rectifier le tir ou ajouter de la puissance ici, ajouter de la puissance là. Et comme ça, prendre en compte vraiment le comportement là, variant de toutes nos charges. Et donc, je vais m'arrêter ici. D'après moi, j'ai parlé longtemps et rapidement. Donc, pour conclure, là, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment les méthodes mathématiques pour les réseaux électriques. Je suis bien évidemment toujours à la recherche d'étudiants ou d'étudiantes à la maîtrise, des doctorats ou de stagiaires qui sont intéressés dans ces sujets-là. Et aussi, si ces sujets-là vous intéressent, vous n'êtes pas encore sûr là, de vous lancer dans les suites, je donne un cours gradué sur ces sujets-là. Vous êtes les bienvenus là, à Polytechnique. Si je vais être disponible pour des questions.